Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Voilà pour ce webinaire que nous consacrons ce matin aux API, à leur intégration dans les projets web. Donc pour vous parler de ce sujet, pour vous présenter les problématiques et les solutions, en ma compagnie, Thibaut, donc directeur Bonjour. du pôle framework et développement applicatif chez Adimeo, et moi-même, donc directeur de l'avant-vente, dans une forme de webinaire, voilà, qui se veut un peu un dialogue entre le métier, le besoin business et la technique, puisque on va parler quand même essentiellement de technique. Pour Exactement. présenter rapidement Adimeo, donc nous sommes une entreprise du monde du digital. Nous concevons et nous réalisons euh, des projets digitaux, que ce soit des projets innovants, nouveaux pour votre organisation, pour vos systèmes d'information, pour votre technique, ou des projets de refonte également, avec cette promesse, voilà, de créer des produits digitaux qui soient performants et qui soient personnalisés à vos problématiques. 4 pôles de compétences chez Adimeo pour réaliser cette promesse. Un pôle de conseil et de conception, un pôle de design, UX, UI, un pôle de production technique. Et c'est d'ailleurs pour ça, voilà, qu'on prend la parole sur des sujets techniques comme celui d'aujourd'hui. C'est qu'on a en interne cette compétence et cette main-d'œuvre qualifiée pour réaliser les projets. Et puis un pôle marketing et marketing web qui est important parce que c'est souvent, voilà, le support pour animer et mettre en œuvre ces projets que l'on a conçus et que l'on a réalisés. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, donc nous allons parler d'API, on va la définir, cette API, on va voir quelles sont les problématiques et comment on les intègre à des projets de sites web, d'intranet, de marketing automation, de CRM. On sait, voilà, très souvent que les API sont un composant très important d'un projet web, mais elles sont souvent, voilà, un peu mystérieuses ou pas forcément très bien maîtrisées techniquement. Donc, on va vous donner notre vision et nos conseils sur ces problématiques d'intégration des API. Donc, à travers ce sommaire, une partie de définition, une partie de problématiques posées, et puis les solutions qu'on va vous apporter à travers deux types d'outils, les documentations d'API et le testing pour les API, puisque ce séminaire continue en fait un arc assez vaste de contenu que l'on publie depuis quelques mois et qu'on va continuer sur 2023 sur les problématiques de testing dans les projets digitaux et notamment dans les projets web. On va poser donc une définition des API. Ouais, il est vraiment important de savoir de quoi on parle quand on parle d'Application Programming Interface. Voilà, ce sont les termes qui donnent la définition des API. Et je vais poser tout de suite la question à Thibaut. Toi, en tant que technicien, quel est le sens que tu donnes aux API et comment tu remets, voilà, au cœur de sa définition la vraie définition d'une API? Merci Arnaud. Alors, le sens qu'on peut donner à l'API, il faut le voir comme une porte d'entrée à votre application. Le but étant de mettre à disposition des données ou de piloter votre application par le biais d'un robot. Donc, l'API, il faut le voir comme l'interface, vraiment la porte d'entrée de votre application, porte d'entrée ou de sortie d'ailleurs, parce que ça dépend dans quel sens est-ce qu'on pousse des données ou est-ce qu'on lit des données. Donc voilà, c'est ça tout simplement une API. D'accord. Et quand on parle des fois de service web, est-ce que c'est synonyme d'API, de service web, web services en anglais? Exactement. Alors la différence entre les deux est assez mince et c'est vrai que dans le langage courant, on passe d'un terme à l'autre sans voilà, parce que ça se noie un peu. Le service web ou web service, il faut le voir comme étant, donc ça embarque le protocole de communication et il faut le voir comme un pont finalement entre 2 applications. On parle alors de web service, on parle forcément d'une communication entre 2 applications, ça passe par le web. Du coup, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dans le terme web service. Là où l'API représente la porte, le web service, c'est le fait vraiment de consommer cette API et de la faire dialoguer avec une autre application.
D'accord. Donc effectivement, les concepts sont très proches, la frontière est mince. Mais ce que je te Exactement. propose, c'est que, voilà, on parlera plutôt, quand on dit API, voilà, d'API web, synonyme Ouais, de service web, exactement. dans, voilà, dans tout ce propos qu'on va apporter. Donc, voilà, tu as posé effectivement la réponse à cette question. Est-ce qu'il y a une différence? Non, pas véritablement. Et on garde les termes comme purement Mmh. synonymes. Quels sont aujourd'hui les standards des API pour le web? Parce que on entend parler de différentes choses. On a entendu parler depuis très longtemps de différents termes techniques. Est-ce que tu peux nous situer un peu sur cette cartographie, les différents standards et protocoles des services web et des API? Ouais, exactement. Alors, il en existe beaucoup. On n'a pas une liste exhaustive ici parce que il y en a pas mal. Ça fait quelques décennies que ça existe, donc bon, il y en a qui sont aussi, de moins en moins utilisés. Les 3 premiers sont les plus connus, la partie SOAP, REST et GraphQL. Donc on a mis, hein, sur le tableau les différentes, les différences majeures. SOAP, on va le retrouver sur de la communication entre des langages qui sont très différents. Par exemple, faire communiquer une application en C# ou C++, pourquoi pas, avec une application web. À la limite, on pourrait, voilà, entre un client lourd et un client web, par exemple, si c'est le client lourd qui expose une API, pourquoi pas. REST, on va le retrouver. C'est une logique de. Donc alors le terme technique, ça s'appelle CRUD. En fait, CRUD, c'est l'acronyme de Create, Read, Update et Delete. Donc l'idée, c'est de faire de la manipulation de données. L'objectif, c'est de ne pas exposer directement votre modèle de données ou votre base de données auprès de l'extérieur, mais d'exposer plutôt une API qui va faire la passerelle. Alors, ça a plein d'avantages de gérer les droits d'accès aux données. Ça permet peut-être aussi de. Une base de données, c'est très technique. L'avantage de l'exposer sous forme de l'API REST, ça permet de remettre le métier au cœur de cette API. Peu importe si derrière votre donnée elle est éclatée dans X tables dans une base de données, peut-être qu'il y aurait un service qui concentre ces données-là, donc c'est plus intéressant. On a le GraphQL qui est très proche du REST également, mais qui est à mi-chemin entre le fait de mettre beaucoup de métiers dans, dans l'API et le fait d'exposer son modèle de données. L'intérêt, c'est d'être un peu à mi-chemin entre les deux, mais de laisser la main à celui qui va consommer cette API de choisir les données qu'il veut renvoyer. Vous gardez la maîtrise malgré tout et heureusement de données que vous exposez et des droits d'accès à ces données, mais ça permet du coup d'avoir quelque chose de plus modulaire. Là où reste, on va avoir une API par règle métier potentiellement, donc on se retrouve vite avec beaucoup d'API et donc à maintenir peut-être un peu plus compliqué. Là où GraphQL, voilà, on pose des bases, ça demande un peu plus de temps, mais on a des bases assez modulaires par la suite. Et RPC, alors personnellement, c'est quelque chose que j'ai rarement utilisé. C'est quelque chose, donc c'est une interface qui est beaucoup plus sobre en termes de mise en œuvre. On est dans de l'abstraction et donc d'ailleurs les protocoles de transport sont beaucoup plus spécifiques, là où sur les autres formats, on va être sur des formats très classiques, JSON, XML, c'est les deux formats qu'on retrouve le plus pour le coup, et qui permettent justement de dialoguer entre différents langages qui sont potentiellement différents. D'accord. Alors justement, dans les contextes des projets web, que ce soit ceux d'Adimeo, ou ceux de nos clients, majoritairement, quel est aujourd'hui le format le plus présent et le plus adopté? Donc quand on est sur du web pur, donc effectivement chez Adimeo, c'est un peu notre c'est un peu dans notre ADN, c'est même dans notre ADN. On bosse essentiellement avec du REST et du GraphQL. C'est les 2 protocoles qu'on retrouve le plus, et qu'on utilise le plus chez nous. D'accord. Écoute, merci pour ces définitions et cet inventaire, voilà, avec les avantages et les inconvénients de ces formats d'API les plus répandus. Alors, lequel choisir? Voilà, tu as déjà en partie répondu à cette question. Mais surtout, voilà, quelles vont être les problématiques, liées à ces différents, enfin, aux API en général et à ces différents formats? J'aimerais déjà, voilà, préciser, en fait, différents cas d'usage des API puisqu'on a quelque chose, voilà, qui a toujours deux aspects, 2 versants. Il y a à la fois la partie, exposée d'une API et la partie consommée d'une API. Donc, il y a
un producteur et un consommateur dans cette chaîne technique. Il y a un cas effectivement où on développe un projet et où l'API finalement est complètement interne au site web, à l'application mobile. On est au sein de la même équipe technique de conception et de production, puisque voilà, l'API ne va pas finalement sans son client, son front. Donc on est souvent dans le cas, par exemple, d'applications voilà, qui découplent le front-end et le back-end, l'interface et la partie métier. Ça permet d'avoir des applications multi-supports, d'avoir une API qui sert un projet web, une application mobile qui en est la déclinaison, ou la mise en œuvre de CMS headless. Voilà. Ça, c'est le cas où on maîtrise, je dirais, d'un point de vue équipe de production, complètement le projet, puisque même si ce n'est pas forcément les mêmes développeurs, ce sont des équipes très soudées qui développent à la fois l'API et le client qui la consomme. Après, on a à l'autre extrême des API complètement externes au projet. C'est voilà, on a besoin pour son intranet, pour son site web, pour son application mobile, d'appeler une API externe. Ça peut être un service bancaire, un service d'authentification, ça peut être des données qui viennent de l'open data, d'une administration publique. Euh, et là, techniquement, on ne maîtrise pas du tout l'API. On la prend telle qu'elle est proposée par son producteur, mais on n'a pas de possibilité d'intervenir dessus. Donc, on est moins en maîtrise technique, déjà, absolument, et peut-être même aussi un peu moins en maîtrise métier. Et puis, on a une sorte de cas un peu médian, c'est le fait que dans son projet web, on va intégrer une API qui est propre à son entreprise, qui vient du système d'information, par exemple, intégrer son e-commerce avec son PIM ou avec son CRM. Ce n'est pas forcément une ressource qui est dans notre scope technique sur lequel on peut intervenir, mais en tout cas, ce sont des, je dirais, collègues assez proches d'une autre division de l'entreprise qui donne cette API, qu'elle soit métier ou d'ailleurs qu'elle soit technique. Donc voilà, on a une gradation en fait de maîtrise des API qu'on va consommer en fonction du cas d'usage. Et ça nous amène à des problématiques qui sont en fait très classiques de l'ingénierie logicielle, mais je dirais avec un accent, une accentuation un peu plus importante, parce que voilà, on n'a pas forcément les leviers pour agir techniquement sur l'API dont on dépend, parce qu'on n'a pas forcément l'équipe de développeurs sous la main. En fait, pour faire une espèce de métaphore assez classique, c'est qu'on a deux morceaux d'un pont, à un moment qu'il va falloir réconcilier, et on espère que les deux morceaux du pont seront conformes, sécurisés, fiables. Voilà, on retrouve toutes sortes de qualificatifs qu'on attend d'un livrable logiciel. Thibaut, et toi, est-ce que tu as quelque chose d'expérience à donner sur ces problématiques d'API? Alors oui, en plus, j'aime beaucoup l'expérience malheureuse parce que c'est plus, on en rigole après Oui. coup. Oui, oui, on a eu l'occasion sur c'est une expérience passée d'API qu'on a mis en place où en fait on n'a pas eu la bonne idée. Alors forcément, c'est facile avec le recul de paginer nos résultats sur une API. Donc en fait, on avait une API qui exposait une liste d'articles pour le coup, avec tout un tas de déclinaisons d'utilisateurs abonnés. Enfin voilà, on avait toute une grappe de données qui ressortait dans une API. Donc forcément, au début de notre application en production, on avait quelques articles, donc aucun problème. Sauf que du coup, au bout de 10 000 ou 20 000 articles, on commençait à avoir un gros résultat. Et comme les résultats n'étaient pas paginés, on a eu des gros problèmes de performance pour le coup. Et c'est vrai que ça, on l'a mal anticipé pour le coup. Donc le sujet des performances, c'est un sujet auquel il faut faire gaffe pour le coup, même au niveau des API. Oui, oui, c'est vrai que souvent les problématiques de conformité sont les premières. Ouais, est-ce que l'API répond bien aux besoins? Mais les questions de performance sont importantes aussi. C'est ça. Alors, après, effectivement, c'est d'avoir posé ces problématiques, on va passer, bien entendu, aux solutions, puisque dans notre métier, il y en a. Il y a à la fois des outils, des bonnes pratiques, des méthodos. Et le premier point que je vais présenter, donc, c'est la partie documentation. Puisqu'on a dit, voilà, on a des problématiques de conformité, de fiabilité,
Est-ce que le morceau du pont auquel je vais me raccrocher est bien conforme à ce que j'attendais? Bien, la réponse, ouais, comme dans tout process d'ingénierie finalement, qu'il soit logiciel ou non, c'est la documentation. Voilà. Est-ce qu'on a bien et correctement documenté et spécifié l'API que l'on va consommer quand voilà, on va développer une application qui va s'intégrer à une API? Et je dirais, ça vaut aussi pour l'équipe qui va produire l'API. On va en parler un peu après, mais la production, le développement technique d'une API, c'est aussi un projet logiciel. Donc de bien se conformer au contrat qu'on a passé avec les consommateurs et qu'on leur fournisse bien, effectivement, les services et les données attendues. Donc, ces bénéfices d'une documentation, c'est d'amener de la connaissance, mais aussi dans un process logiciel, de concrétiser les choses, je dirais peut-être même en avance de phase, voilà, avant même que l'API soit complètement développée, on va le voir, des outils proposent de simuler le comportement d'une API. Et ça, c'est vraiment important pour gagner du temps et remporter la manche sur les aspects planning d'un projet. Ah, on peut déjà le dire tout de suite, des fois les équipes s'attendent un peu et on connaît les effets voilà, des retards accumulés dans ce type de projet. Et puis la documentation permet aussi de dialoguer plus facilement entre consommateurs et producteurs de l'API dans un cycle d'amélioration continue. Donc, très concrètement, quels sont les outils disponibles sur le marché? J'en ai pas fait non plus une liste exhaustive. J'en ai cité parmi les plus connus qui ont différents aussi modèles de fonctionnement et de modèles économiques. Swagger, Apiary, Postman sont, voilà, sont des outils qui sont très connus des développeurs. Redocly, peut-être un peu moins parce que c'est un outil vraiment souvent pour les très gros projets qui intègre aussi des notions business très, très importantes. Mais voilà, en fait, on a toute une gamme et toute une gradation d'outils en fonction des besoins et de la densité de son projet. Qu'est-ce qu'on en attend? Bien entendu, un outil qui soit déjà très technique, qui permette de coder, de documenter à travers du code, à travers un formalisme, qui permettent aussi de versionner différentes phases de l'API, différentes versions. Ça, c'est une problématique, on n'a pas encore trop parlé, mais qui existe, qui est très concrète. Donc, de pouvoir gérer la rétrocompatibilité des API avec les applications qui la consomment. Et puis, quelque chose d'important qui va nous servir dans les outils de testing qu'on va voir ensuite, c'est la possibilité de simuler le comportement de l'API sur la base de la documentation, alors même qu'elle n'est pas encore développée. Ça, c'est ce côté gagner en fiabilité et gagner en temps aussi sur le process de production. Et puis, quelque chose que j'aime bien signaler aussi, c'est que même s'il y a une sorte de langage ou de métalangage de description des API dans ces outils de documentation, on est quand même assez proche d'un langage naturel et ça peut, au prix d'une formation, d'une prise en main de l'outil, intéresser des non-techniciens, des gens du business qui vont pouvoir décrire, alors que c'est eux qui connaissent encore mieux le métier que les techniciens, le comportement de l'API. Outils de documentation et aussi de méthodes intégrées au développement. Donc là, je présente deux diagrammes concurrents, je dirais, sur deux méthodes, deux approches de la façon de faire. À gauche, en rouge, sur un cycle un peu plus long avec plus d'étapes et voilà, que j'ai visuellement un peu minoré, je dirais une démarche un peu classique où on spécifie, on documente, on fait des tests un peu empiriques côté développement. Ça marche pas, on met à jour. Voilà, on est dans un cycle certes itératif, mais assez empirique. Et ce qu'on propose avec ces outils, c'est une méthode voilà, beaucoup plus efficace parce qu'elle est raccourcie aussi en termes d'étapes. C'est que la documentation sert de spécification. On fait les deux dans le même temps et ça sert de point à la fois de repère métier, mais aussi technique. Donc, on a voilà, les deux avantages d'une spécification et d'un outil de documentation intégré dans le même process. Et ces outils ils vont pouvoir nous permettre de mettre des tests automatisés. On y vient, c'est dans la suite de ce webinaire pour pouvoir voilà, implémenter plus rapidement et avoir des outils qui contrôlent de façon automatique ce que l'on produit.
Toi, en tant que manager, quel est l'impact de ces outils de documentation sur tes projets et de la méthode également? Alors, il y a deux choses. Tu parlais tout à l'heure de pouvoir documenter et spécifier en même temps du coup l'API. Swagger, c'est un super bon exemple hein, pour ça. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que la structure est parlante à l'intérieur et on est même capable de générer du code à partir d'un Swagger. Donc, ça veut dire que ça vous prépare un peu tout le support de code. Donc, enfin, il y a un gain de temps énorme en fait derrière. Il n'y a plus entre guillemets, à implémenter les règles métiers derrière. Donc, c'est hyper intéressant. Le deuxième aspect que je dirais qui est hyper important et que j'ai souvent vu négligé quand on parle d'API et surtout quand on parle d'interconnecter plusieurs systèmes d'information entre eux, c'est la gouvernance de données. C'est important de définir qui est maître ou ne l'est pas sur telle ou telle donnée. Vos données, bah, forcément, le fait que vous les exposiez sur une API, ça veut dire qu'elles vont être dupliquées à un moment donné. Mais vous devez définir un système d'information comme étant maître de cette donnée ou maître d'une partie de cette donnée. Pour le coup, on a des données composites parfois. C'est important de définir ces règles-là parce que, en fait, le problème, c'est qu'ensuite, vous vous retrouvez avec des SI qui manipulent des données identiques, mais si vous la mettez à jour d'un côté, vous devez la mettre à jour de l'autre. Non, le fait de définir la gouvernance de données fait que la mise à jour doit se faire sur le SI maître et doit ensuite être dupliquée, d'être mis à jour vers les SI en fait, qui la consomment. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce travail-là, il se fait vraiment en amont, où en fait, vous couchez sur papier voilà, toute cette partie gouvernance de données, qui est maître de telle ou telle donnée. Quoi. Ok, bah écoute, merci pour ce retour d'expérience. Donc, après la documentation, un élément voilà, fondamental aussi dans la pratique et dans le succès d'un projet d'intégration d'API, c'est la partie de testing. Et comme je le disais, voilà, aujourd'hui, ce webinaire vient apporter une pierre à l'édifice dans notre sujet voilà, du testing. On a parlé précédemment de tests unitaires, de tests d'acceptance. On a parlé effectivement d'automatisation des tests. On peut le faire également aussi avec les API. On a tout à fait raison de le faire puisque c'est souvent un point effectivement de difficulté. Cette non-maîtrise de cet élément technique dans son projet, ça nécessite finalement de mettre encore plus de mécanismes de test voilà, pour vérifier, pour que ce soit un garde-fou et voilà, contre des régressions, contre tous les problèmes qu'on peut connaître. Donc voilà, on a toutes les raisons de tester ces API, à la fois en phase de build, bien entendu, de conception et de construction, mais aussi en phase de maintenance, en phase de run, d'exploitation, parce que voilà, c'est à ce moment-là même que c'est encore plus important que l'API réponde de façon conforme, fiable, performante, sécurisée. Et les tests nous permettent d'être exhaustifs sur ce qu'il y a à vérifier et de le faire de façon automatique, là où un process manuel serait voilà, beaucoup plus faillible et laisserait passer des choses. Alors, comment tester? Une fois de plus, s'il y a une question d'outils, une question de méthodologie, voilà, on a des outils très spécifiques aussi au testing qui ont différents niveaux d'intégration. Ça peut être à la fois des outils très autonomes, très unitaires qui testent un truc en particulier dans l'API. Ce qui est important, c'est qu'il soit vraiment adapté aux besoins, donc adapté notamment au format d'API, qu'il puisse en tester plusieurs, parce que, voilà, on ne l'a pas forcément dit pour l'instant, mais des fois, dans un projet d'intégration d'API, ces différents formats, on les a presque tous. Voilà, donc, il y a une complexité technique qui vient se rajouter à ça. Et les outils viennent nous aider. Il doit s'intégrer effectivement à l'outil de documentation dont on a parlé avant. C'est vraiment d'ailleurs même la promesse que font ces outils de communiquer documentation et test dans le même temps. Et puis, c'est aussi cette capacité à s'intégrer à une démarche de testing global, donc dans une chaîne d'intégration continue, pour que chaque livrable développé autour d'une API soit testé de la même façon qu'on peut tester du code métier avec des tests unitaires ou des tests d'acceptation. Alors, je montre là, on va vraiment faire un focus très technico-technique sur un outil qui s'appelle Dread, donc qui est un outil open source, qui est vraiment de la catégorie des outils un peu trousse à outils. Voilà, il fait pas
énormément de choses, mais il fait quelque chose de très bien, c'est de vérifier la conformité d'un code fourni par une API par rapport au code qui va la consommer. Donc, il ne teste pas les performances, voilà, il vérifie vraiment simplement que l'API répond correctement par rapport à ce qui a été prévu. Son principe de fonctionnement est assez simple, hein, c'est un outil sous forme de script, Dread. D'un côté, on a la documentation interactive. Donc là, par exemple, c'est fait avec l'outil Apiary. On a un petit peu de code voilà, qui montre un Hello World très simple. Voilà, pour les techniciens, vous le comprendrez. Mais en tout cas, voilà, cette documentation dit que sur une requête, on doit renvoyer par l'API le message Hello World. Et d'un autre côté, du pseudocode, voilà, mais qui ressemble beaucoup à ce qui existerait dans du PHP Symfony, qui consomme et qui attend ce message Hello World en retour. Alors, on aurait pu le faire aussi avec API Platform, hein. On a des outils qui permettent de consommer de façon très automatique des API. On a plusieurs degrés d'intégration et de développement. Et Dread voilà, va vérifier effectivement que l'API répond bien au code qui la consomme. Et on peut brancher effectivement Dread via un hook sur une plateforme d'intégration continue. Donc là, j'ai pris l'exemple de Jenkins, qui est l'outil qu'on utilise de façon majoritaire chez Adimeo. Et les développeurs, la mêlée, le chef de projet technique ont des résultats à chaque build publiés sur la conformité des API. Donc on est vraiment sur un outil de test euh, très similaire aux outils de test d'acceptation ou des tests unitaires. Et je renvoie voilà, les gens qui nous regardent aujourd'hui au webinaire précédent et à notre série d'articles sur le testing. Est-ce que ça a on a vu la documentation, ouais, tu nous as dit que ça avait un impact en termes de gouvernance des données. Est-ce que le testing change la pratique de tes développeurs, hein, d'un point de vue très concret? Alors, deux éléments de réponse. Le premier, j'en remets une couche. S'il y a un truc à tester sur votre application, s'il y a un endroit où il faut mettre en place des tests unitaires notamment, c'est bien sur les API. Il faut imaginer que vos API, elles sont à destination d'autres SI. Ça veut dire que si, pour une raison ou pour une autre, votre API tombe, soit parce que votre serveur tombe, soit parce que juste, on a introduit une régression, pour une raison X ou Y, ça veut dire que l'impact, il est non seulement sur votre SI, mais il est également sur tous les autres SI qui consomment votre application. Donc ça peut effectivement, aller loin pour le coup. Donc s'il y a bien un truc à tester, c'est effectivement ça, parce que du coup, on a besoin de s'assurer du coup que ça tient la route, que c'est fiable, et la chance qu'on a, c'est que du coup, c'est une des parties les plus faciles à tester parce qu'on est on fait dialoguer deux machines entre elles. Donc, une machine, ça exécute ce qu'on lui demande. Donc il y a pas de finalement, c'est assez facile de deviner comment les différents systèmes d'information vont consommer notre API. Donc ça rejoint le deuxième élément de réponse et qui répond directement à ta question. Qu'est-ce que ça change chez nous? Je vais faire un petit tour. On va reprendre l'actualité parce que depuis notre dernier webinaire, effectivement, il y a des nouveaux outils. Un nouvel outil en particulier qui est sorti, dont vous avez tous entendu parler, c'est forcément ChatGPT. Alors, pourquoi je parle de ChatGPT? Parce que du coup, en fait, c'est hyper intéressant pour lui demander de nous sortir une structure de base de test d'une API. Donc, on est capable de lui dire, tiens, voilà, ça c'est mon API, c'est ma méthode. Prépare-moi une structure de test. Et en fait, ce qui est génial avec cette IA, c'est que du coup, elle va nous sortir tout un tas d'exemples qu'elle peut tester. Elle va un peu triturer notre API et elle va nous faciliter la vie parce qu'elle va nous sortir le code. Il n'y a plus qu'à répondre, à vérifier. Ah bah forcément, elle ne va pas deviner dans quel cas ça doit être valide ou non, mais j'ai envie de dire, appuyons-nous sur cette IA comme un outil. C'est vraiment l'intérêt en fait, de cette intelligence artificielle. Non, elle ne remplacera pas les développeurs. Je préfère casser ce mythe. Moi, je crois plus au fait que du coup, cette IA, elle va nous faire gagner du temps parce qu'en fait, les développeurs, tout le monde dit il faut faire des tests unitaires. C'est toujours difficile de les implémenter parce que pas le temps, parce que on ne sait pas exactement quoi tester. Bah là, on a une IA qui nous propose de nous faire gagner du temps et de nous préparer une structure pour savoir comment la tester. Utilisons-la, pour le coup, c'est parfait. Et on n'a plus qu'à implémenter des règles finalement pour vérifier que ça marche. Donc, pour le coup, allez-y. Je crois que l'offre est en train de se créer sur. Je fais pas de pub pour GTP, mais du coup, ils sont en train de créer une offre. Je trouve que même pour le prix qu'ils sont en train de proposer, c'est pas cher payé pour le temps que ça va nous faire gagner. Pour le coup. Ok. Un outil comme Copilot, c'est faire ça aussi?
Oui, pour le coup, ça marche aussi, hein. Pour le coup, c'est des outils qu'on peut utiliser. J'ai envie de dire tout ce qui fera gagner du temps aux développeurs, sur les tests unitaires et mettra un petit peu d'amour dans dans cette implémentation, ça poussera, les développeurs, les équipes de manière générale, la chefferie de projet aussi à pousser vers ces tests unitaires, c'est autant de temps gagné et de fiabilité gagnée sur derrière le fait que vos API, elles perdurent dans le temps, heu, malgré les évolutions de votre outil. Parce que c'est ça finalement j'ai pas de doute sur le fait qu'à l'instant T, lors de la première V1, ça marchera, j'ai pas de doute là-dessus. Par contre, le quid de la V2, de la V3, où là, on revient sur, voilà, on teste pas forcément tout, on a loupé quelque chose. Et là, les tests unitaires sont juste primordiaux pour ça. Écoute, merci pour ton conseil. Et il est temps en conclusion, voilà, de donner également, d'autres conseils au-delà de la documentation et du testing. Conseils très concrets, notamment, sur, la partie de gestion des API qui est en fait un outillage, oui, une méthodologie, voilà, encore un cran au-dessus de ce que l'on a vu, non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau métier, dans vraiment toute la gestion des API qui sont des assets finalement de l'entreprise. On a même des entreprises dont c'est un pur modèle économique, voilà, c'est leur métier que de proposer des API à des clients, mais à une échelle d'entreprise de service ou d'industrie, il y a des besoins de proposer des API à des clients, mais aussi à des fournisseurs, à des partenaires. Donc, on a besoin de savoir quelles sont les API aujourd'hui qu'une entreprise, qu'un système d'information expose, où elles sont, qu'est-ce qu'elles font, quand est-ce qu'elles sont utilisées, par qui, à quelles conditions de sécurité. Le risque, hein, en termes d'architecture, de construire des API, voilà, très, très riches, certes très fonctionnelles, qui répondent aux besoins. Le risque, c'est de ne plus maîtriser l'architecture d'intégration et qu'il y ait une sorte en fait d'anarchitecture des API. Donc, ces outils d'API management, en anglais, de gestion d'API, qu'est-ce qu'on en attend? Bah, c'est cartographier ces API, voilà, comme je disais, savoir où elles sont, ce qu'elles font, dans quelle version. C'est vrai que les API évoluent. En tant que producteur d'API, eh ben, on a besoin de faire évoluer ces API. Par contre, il ne faut pas avoir, enfin, essayer de ne pas avoir trop d'impact sur les consommateurs de ces API, qui, eux, n'ont pas forcément la capacité de se mettre à jour. Et il ne faut pas rompre ce contrat de façon unilatérale au risque, voilà, de perdre des clients, des utilisateurs. Et voilà, le fait de maintenir différentes versions d'API, c'est la stratégie qu'il faut mettre en place pour ça. Euh, les outils d'API management mettent aussi en place la documentation. Voilà. Ce qu'on a vu d'un point de vue développement, d'un point de vue purement technique, bah, ça se met aussi dans la partie management sous l'aspect de documents et de documentation interactive. Gérer la sécurité, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais bah, tout le monde n'a pas forcément le droit d'accéder à une API ou à certains points d'API ou de faire certaines choses avec. Donc, il y a toute une gradation avec une granularité des fois très fine d'accès à l'API et de droits qui sont associés. Ça, l'outil d'API management doit permettre de le faire. Il doit gérer également des notions de performance. On n'a pas parlé aussi des questions d'infrastructure, parce que voilà, c'était un peu hors sujet, mais une API utilisée et déployée à très grande échelle, à échelle worldwide, et avec beaucoup de clients, bah, ça nécessite effectivement aussi de gérer des pics de charge et de gérer de l'infrastructure en même temps. Et puis, ces outils d'API management vont dans une démarche de AI. On rejoint le premier point de cartographie des API de l'entreprise. Ben, en fait, l'API, c'est un asset digital au même type qu'un logiciel métier, qu'une base de données, qu'un CRM, qu'un outil de PIM, qu'un ERP. Voilà. Donc, il faut considérer à cette échelle de management des API, les API comme des véritables applications de l'entreprise. Je cite ici quelques produits. Il y a beaucoup de solutions, toutes ne sont pas égales. En termes de fonctionnalité, elles ne couvrent pas tous ces besoins pas tous ces besoins qu'on a listés. Voilà, vous pourrez faire aussi vos recherches. Il y a des choses dans différents écosystèmes. C'est vrai que Microsoft, avec sa plateforme Azure, a, je pense, un cran d'avance sur pas mal de ses concurrents sur les outils de management des API.
Comment peut-on, nous, à Dimeo, vous accompagner des entreprises telles que les vôtres sur les problématiques d'API? Ben, on peut creuser effectivement ce sujet présenté aujourd'hui en webinaire. Voilà, on n'a pas pu forcément rentrer beaucoup dans les détails, mais à travers de la formation, du coaching, voilà, pour rentrer, appréhender, se former, monter en compétences sur la documentation, le testing, le management des API. Et puis très concrètement, voilà, je l'ai dit en introduction, on a à la fois cette capacité de conception, d'architecture et de production pour développer vos projets d'API ou vous aider à les intégrer très concrètement par du développement, par de la prestation dans vos projets. Il me reste à vous remercier pour votre attention sur ce webinaire et à vous conseiller également les prochaines éditions de nos webinaires. Alors, sur des sujets, vous voyez, peut-être un peu moins techniques, mais très en prise aussi avec le web, sur des aspects de marketing, sur des aspects du XUI et d'accessibilité, de méthodologie de projet. Et voyez, soyez attentifs aux questionnaires que vous allez recevoir par mail pour que nous puissions rester en contact. Merci, au revoir et bonne journée, bon week-end. Merci à vous.